Ah, la Bonsoir techno. à toutes et tous. Bienvenue de nouveau dans cet espace d'échange chez la Sagesse Équine. Donc, pour ceux et celles qui connaissent pas, moi, je suis Rebecca et je fais partie de la Sagesse Équine. La Sagesse Équine, c'est un collectif de femmes qui a été créé par Alexandra Meulemans, qui est de Belgique, il y a quelques années, qui a été rejoint par Aline Bourjal, qui est de France, et par moi, qui suis de Suisse. Je les ai rejoints en août dernier. Alors, je vous demande un petit instant, on a encore des personnes qui arrivent. Hop, waouh, voilà. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, le but de la sagesse équine, c'est de pouvoir contribuer au travail de celles et ceux qui cherchent à élever la conscience de l'humanité pour aboutir à un monde plus harmonieux, un monde meilleur. Et ce que nous faisons pour ça, pour incarner ça dans la matière, c'est qu'en fait, on organise des interviews, on donne la parole à des femmes. Ça peut être aussi des hommes. Nous avons déjà recueilli le témoignage de Sylvain Gillier, mais c'est principalement des femmes qui nous transmettent comment elles ont reçu les enseignements des chevaux. Parce que le but, c'est vraiment contribuer à élever cette conscience humaine grâce à la sagesse des chevaux et à leurs enseignements. On a encore des personnes qui arrivent. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Juste pour vous rappeler un petit peu pour cette interview, de tous bien vous mettre en mute, de laisser libre la parole de Carole le temps de l'interview. Et s'il y a des questions, il y aura un petit espace qui sera ouvert à la fin de l'interview. Alors voilà. Donc, eh bien, Florence, je vais juste vous mettre en mute. Hop, voilà. Ok, super. Alors, bonsoir tout le monde, je vois déjà sur le chat. Alors, je vais juste vous dire, je suis très heureuse en tout cas de recevoir, il y a encore plein de personnes qui arrivent, waouh, c'est merveilleux. Oh, voilà, Carole. Je suis très heureuse de recevoir pour cette dernière interview que je donne en tout cas en ce moment, de recevoir Carole Loton. C'est une femme incroyable avec qui j'ai pris contact il y a quelques années et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir concrétiser quelque chose avec elle. Cette interview ne sera pas une interview comme on a l'habitude de faire, en tout cas comme la dernière, qui était orientée sur les sciences équines, par exemple. Elle ne concerne pas la pratique équestre. Elle va vraiment nous permettre de rentrer en profondeur dans ce qu'est la médecine du cheval. Et donc, pour contredire ce que je viens de dire, Carole, je vais te poser la première question, nous expliquer un petit peu qui tu es et nous parler de ton parcours équestre, qui serait la seule question qui touchera la notion équestre de cette interview. Je te donne ma parole, Carole. Ok. Bonjour à tout le monde et puis merci de nous rejoindre ce soir. C'est vraiment chouette et merci à toi Rebecca parce que je suis très très honorée de faire partie des personnes que tu avais envie de contacter, que tu avais envie de laisser parler en fait sur un sujet qui me touche, c'est-à-dire que c'est un peu la première fois que je vais aborder ce sujet de cette façon-là, de parler de la femme dans le milieu équestre, plus que de technique, plus que de comportement. Et voilà, c'est un peu nouveau pour moi, donc je vais partager ça avec bonheur avec vous. Et donc, pour répondre à ta première question, qui est mon parcours équestre, j'ai commencé toute petite. J'avais à peu près 3 ans quand j'ai déjà sollicité mes parents pour monter à cheval parce que les poneys passaient devant la maison. J'avais la chance d'avoir un centre équestre à 500 mètres de chez moi. Et donc, j'ai commencé à 4 ans parce que j'étais pas assez grande. Et puis, j'ai débuté mon parcours équestre comme ça, avec le centre équestre qui était juste à côté de chez moi. Et j'ai débuté tout un parcours dans le système classique, en fait, même si la première personne qui m'a éduquée avait quand même un sens du cheval déjà assez fin pour moi, assez juste. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et puis, progressivement, j'ai cheminé au travers de la relation avec le cheval et j'ai jamais, jamais quitté ça à partir du moment où le cheval est rentré dans ma vie. Ça a été un guide tout le temps, autant émotionnel que dans le parcours professionnel que j'ai pu suivre par la suite.
assez tôt, j'ai su que le cheval allait faire partie de ma vie. Alors, d'une façon ou d'une autre, je savais pas comment, mais c'était une part de moi de façon assez claire, en fait. Et je l'ai compris bien plus tard. Pourquoi? Et ça a été voilà, un cheminement. Donc, j'ai déroulé comme ça de fil en aiguille en écoutant ce qui m'inspirait, ce que j'avais envie d'apprendre. J'ai découvert dans un premier temps toute la vie équestre et puis je suis restée à peu près 10 ans dans le centre équestre juste à côté de chez moi où j'ai découvert le saut d'obstacle, enfin plein de disciplines, le saut d'obstacle, le dressage, les pony games, enfin vraiment toute la gamme. Et je passais beaucoup de temps avec les chevaux pour me nourrir. En fait, j'avais vraiment l'impression que ça me nourrissait profondément. J'avais pas conscience de quoi, je l'ai compris bien après. Et puis j'ai cheminé comme ça en découvrant au fur et à mesure ce qui existait. Donc j'ai pratiqué aussi un petit peu la voltige. Et au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai fini mes études, je me suis dit bon bah j'ai envie d'apprendre l'anglais, donc je suis partie en Irlande avec ma petite voiture et puis j'ai découvert le monde du cheval dans la chasse à courre, dans l'apprentissage de l'anglais aussi. J'ai appris tout le vocabulaire autour des chevaux et j'ai découvert un milieu et puis un univers de personnes qui étaient très près du cheval, qui vivaient avec les chevaux concrètement, c'est-à-dire qu'ils passaient plus de temps avec les chevaux qu'avec leur famille. Et ils avaient un sens du cheval pratique, c'est-à-dire qu'ils avaient une connexion avec le naturel du cheval et assez de respect par rapport à ça. Et puis ensuite, je suis allée en Angleterre, donc j'ai confirmé aussi cet apprentissage de la langue en pratiquant aussi donc le saut d'obstacle, la préparation des chevaux à la vente. Donc il y avait toute la préparation du jeune cheval, le débourrage, plus la dimension de préparation à la sortie en concours. Et moi, je débourrais des chevaux. Enfin, il m'avait confié des chevaux à débourrer en plein champ, des chevaux qui avaient déjà 6 ans, qui faisaient 1,60 m 70 au garrot. Donc, je me débrouillais avec ma petite taille et mes grands chevaux dans l'herbe, dans les grands champs. Et donc, ce que j'ai développé dans ces moments-là, c'était une connexion à l'émotionnel du cheval, à les solliciter à rester avec moi parce qu'ils avaient du plaisir à rester avec moi et c'était pas la force qui allait jouer un rôle là-dedans. Et donc, je me suis débrouillée avec mon intuition, avec ce que je sentais du cheval et puis le moment que je sentais opportun pour leur mettre la selle ou pour monter dessus. Et à ma grande surprise, ils ont accepté ma présence sur leur dos. Pas ta Ils ont grande accepté. surprise. À ma grande surprise, parce qu'il y avait quand même des contextes et un environnement assez difficile pour eux, assez chamboulant, parce que je me souviens d'un cheval en particulier qui s'appelait Wally d'ailleurs, un grand Ah, cheval qui avait une oreille complètement squeezée, donc il était sourd d'une oreille. Et puis l'autre, je suis pas sûre qu'il entendait vraiment. Et donc, du coup, il me faisait une confiance plus ou moins aveugle par rapport aux chiens de chasse qui arrivaient et qui pouvaient passer autour de lui. Les autres chevaux aussi qui voyageaient beaucoup autour de lui. Et en fait, il était assez jeune dans son comportement, assez fragile dans son émotionnel. Et mhm. mine de rien, moi, j'étais toute petite sur son dos parce qu'il faisait 1,70 m 75 au garrot. Il était assez massif. J'étais toute petite sur son dos et beaucoup de gens avaient des difficultés avec lui. Hmm. Et moi, je lui demandais juste la permission de me faire discrète sur son dos et de lui dire, bah écoute, ça serait bien qu'on aille là parce que les autres humains, ils aimeraient bien qu'on aille là. Et donc, du coup, bah, à ma grande surprise, ouais, il me disait, oui, d'accord. Et c'était étonnant parce que je n'avais pas les moyens physiques de l'empêcher de faire les choses. Je lui demandais juste avec tout mon cœur en fait d'y aller et finalement ça marchait. Et donc du coup j'ai découvert comme ça cette capacité progressivement avec l'envie de pousser presque cette connexion de plus en plus, c'est-à-dire d'aller la tester en fait. Je pense que c'est un peu ça que j'ai fait, d'aller tester cette connexion de plus en plus. Et puis, je me suis retrouvée dans un milieu comme le milieu des courses. Déjà, le milieu de la chasse à course, c'est quand même pas Voilà. facile.
par rapport à l'ambiance assez masculine, assez musclée, Oui, c'est ce assez que j'allais dire. autoritaire, Mhm. voilà, de l'exigence technique, de l'exigence de la performance et des choses comme ça. Et donc, du coup, moi, je sais pas, je pense que j'avais un petit peu dans l'idée de rester connecté avec le cheval et leur demander de s'adapter un petit peu aux situations et surtout de les aider à s'adapter à la situation qu'on leur demandait de vivre parce C'est que pour ça que tu as été dans le milieu des courses alors. bah, j'ai testé un peu ça. Et puis après, le milieu des courses, ça s'est fait un peu par hasard parce que quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bon, c'est bien beau ce parcours, c'est génial, mais je me dis, j'ai un problème, c'est que le jour où je peux plus monter à cheval, c'était clair et net pour moi que c'était impossible de me couper de cette relation. Et je Mhm. me suis dit, si un jour j'ai un accident, parce que quand même avec tout ce que j'avais fait, parce que en Irlande déjà, j'avais déjà un peu monté en course, etc. Donc c'était un peu extrême comme pratique. Moi, Et je j'allais me dire, hein, tu as un parcours très casse-cou. Hein. complètement, ce qui n'est plus moi du tout maintenant, hein. Oh, on va y venir. C'est fini, ça, c'est fini. Mais très casse-cou, ouais, parce qu'en chasse à courre, on saute des obstacles monstrueux. Et en plus, j'ai pratiqué un petit peu l'entraînement du steeplechase et des choses comme ça en Irlande aussi. Alors, juste, ils me demandaient ça, mais moi, je n'avais pas du tout pratiqué avant. Donc, c'était mes premières expériences. Ils ont bien pris soin de moi quand même. Ils m'ont expliqué, etc., tout le temps. Mais quand même, on n'est vraiment rien quand on va sauter des gros obstacles comme ça. On n'est vraiment rien quand le cheval tombe et qu'on est dessous. Et donc, du coup, quand je suis rentrée, j'ai eu quand même un moment de prise de conscience et je me suis dit, oulala, on va se calmer un petit peu. Et puis, si vraiment il m'arrive un accident, est-ce que mon cœur va tenir? Est-ce que je vais pouvoir me séparer de l'univers que j'aime beaucoup, dans lequel je sens que j'ai besoin de continuer à vivre? Je ne savais pas pourquoi, encore une fois, à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve une solution. Et je me suis dit, je vais m'engager dans la formation d'enseignante, sans pour autant du tout mesurer que j'étais faite pour ça ou pas, hein. Je me suis dit, je vais trouver un moyen de pouvoir y rester, c'est-à-dire qu'une fois que je pourrais plus monter à cheval, une fois que je pourrais plus être apte à monter en tant que cavalière, bah, je trouverai un autre moyen d'être au contact des chevaux et puis éventuellement, je pourrais transmettre ce que j'ai appris. Mhm. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai envoyé des CV puis des demandes un peu partout. Et le monde des courses m'a attrapé. Parce que, alors, la première question qu'ils m'ont demandé, c'est: vous pesez combien, madame? J'ai fait: bah, c'est bien indiscret, ça. On peut pas et, dire euh, ce que et madame. du coup, je faisais 50 kilos tout mouillé. Et donc, du coup, ils m'ont dit: mais c'est parfait. J'ai fait: parfait, pourquoi? Et donc, du coup, j'ai découvert le milieu des courses comme ça, un peu par hasard. Et puis, bah, je pense que je me suis un peu défiée à me dire, OK, je vais aller expérimenter aussi ma connexion aux chevaux dans un milieu de ce style-là. Et Très puis, yang, hein, c'est très masculin aussi, les courses. ah oui, c'est très masculin et très coupé de l'intuition, du respect du bien-être aussi. Mais mine de rien, ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'écoute parce que c'est intéressant pour eux financièrement que le cheval aille bien et que le cheval se sente bien pour aller gagner les courses. Et comme il y a Donc, il y a quand même un tellement intérêt. d'enjeux, ouais, comme il y a tellement d'enjeux financiers, Mhm. finalement, ils arrivent quand même à être très à l'écoute. Et puis, moi, je me suis sentie un peu utilisée dans ce milieu-là, dans le sens où on me confiait de temps en temps des chevaux qui étaient un peu bizarres, qu'on ne comprenait pas trop, et puis on me demandait mon avis, quoi. Et, Mhm. euh, et donc, bah, j'ai eu des chevaux que j'ai gardés longtemps, comme on dit dans les courses, à ma liste. Et puis, il y a des chevaux qu'on me mettait de temps en temps, comme ça, pour me dire, bah, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui se passe pour lui, etc. Et puis, bah, j'ai fini par Qu'est-ce qui fait curiosité. qu'on te consultait, toi, justement, par rapport à ces chevaux plus sensibles? Bah, je pense par rapport au fait que je sentais les choses et puis que j'osais les dire quand on me laissait la parole. Et par exemple, je me souviens d'une expérience où j'avais une jument qui s'appelait Green Minstrel, qui était une super top jument qui valait très cher, plusieurs millions d'euros. Et donc, j'étais assise sur cette jument-là tous les jours. Et je me souviens que dans les derniers moments où elle était en France, quand je la sentais galoper, de temps en temps, je la sentais un tout petit peu gênée sur son antérieur droit.
Et donc, je l'avais signalé à mon entraîneur. Et puis finalement, bah, la course qu'elle a fait après, elle l'a pas faite comme ils disent. C'est-à-dire, elle n'a pas fait sa propre course. C'est-à-dire qu'elle n'a pas couru comme elle avait l'habitude de courir. Et du coup, elle finit, je pense, quelque chose comme 9e, alors qu'elle était, enfin, elle était vue gagnante pour cette course-là. Elle était favorite. Et donc, du coup, bah, ils se sont posé des questions. Et finalement, elle a été vendue à ce moment-là. Elle est partie aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait des radios. Et il se trouve qu'elle avait un petit bout d'os qui se promenait dans son pied et qui, bah, de temps en temps, me faisait dire qu'elle était un petit peu sensible, quoi. Et donc, Donc, du on coup, te ça consultait par changeait. rapport à ta sensibilité, Ouais, ta façon de voilà, percevoir les choses. Et ça voilà. fonctionnait aussi d'un point de vue émotionnel par rapport au cheval. Comment tu t'y trouvais, toi, dans tout Non, ça? D'accord? non, non. Là, de toute façon, à ce moment-là, l'émotion, elle a pas de elle a pas de place autre que bah, ce cheval-là, il peut pas passer devant, il n'y arrive pas. Donc ça, c'était décrire l'émotion qu'en fait le cheval avait peur de se retrouver tout seul. Mais c'était voilà des constats qu'ils arrivaient à faire. Mais mine de rien, ils respectaient ça parce qu'il y avait l'enjeu financier. Et donc du coup, ils préparaient les chevaux en fonction de ce que les chevaux pouvaient montrer de leur comportement en fait dans le troupeau, enfin dans le peloton ou en, en, en deuxième position ou comment ils arrivaient à les entraîner pour que le cheval arrive à gagner. Et puis par rapport à ça, bah, ils écoutaient quand même les cavaliers, mais c'était pas traduit du tout par rapport à le terme émotion quoi. Et toi, C'était justement, qui avais résultat. vraiment des facultés très sensibles, comment tu arrivais justement dans ce milieu à vivre ta sensibilité avec les chevaux? Elle était complètement introvertie. Elle était très perceptible à l'intérieur de moi, mais jamais, jamais j'en parlais. C'est-à-dire que l'expression de l'émotion était, à mon sens, interdite dans ce milieu-là. Donc le masque et puis le corps physique que j'ai bâti, le masque et la protection mentale, la protection émotionnelle et la protection physique que j'ai bâti, donc qui se tourne autour de la musculation, du fait de jamais parler des émotions, et puis Mm. une protection mentale en se disant je vais avaler plein de connaissances pour arriver à parler beaucoup technique et pas parler d'émotions. Et Et donc pourtant, du les coup je chevaux me ont suis réussi à percer ça. ah ben, bien sûr, parce qu'ils sont connectés en direct avec Mm. l'émotionnel. Donc, j'arrivais à communiquer intérieurement et avec le cheval. Et c'est là, par la suite, où j'ai découvert cette capacité de communicante animale, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai beaucoup, beaucoup communiqué intérieurement avec mes chevaux, ou alors à voix haute quand j'étais toute seule avec eux. Mais et du coup, c'est pour ça que, à ma grande surprise, bah, ils faisaient ce que je leur demandais, et puis ils étaient ok pour partager ça avec moi et poursuivre mon idée, même si j'étais pas super tendre non plus, parce que moi j'avais la pression masculine derrière qui me disait eh, il faut y aller, dépêche-toi, et puis celui-là il faudrait qu'il avance un peu plus vite, et puis voilà, enfin bref, c'était pas simple. Mais dans ce milieu masculin, voilà, je me suis construite comme ça, ce que je regrette pas, mine de rien, parce que j'ai accepté de me pardonner aussi les choix que j'ai faits. Mhm. Et en me pardonnant, en fait, j'arrive à voir le positif de tout ça. C'est-à-dire que dans le positif que j'ai pu recueillir de tout ce milieu-là, c'est que j'ai appris beaucoup sur l'équilibre du cheval, sur le fonctionnement du cheval, sur les limites du cheval, sur le cœur que le cheval peut avoir, cette capacité à donner plus qu'il est capable de donner. Mhm. Et donc tout ça, je l'ai jamais oublié, et je le garde en moi et je le respecte beaucoup. Ça m'aide beaucoup maintenant à sentir quand est-ce que le cheval n'est pas lui-même en fait, quand est-ce qu'il sort de son naturel et qu'il fait les choses pour l'humain et pas pour lui. Ah. Et ça, Je vais même j'arrive te à... poser cette question justement qu'on avait eue quand on discutait. À ce moment-là, quelle était cette mission en fait que tu sentais avoir par rapport aux chevaux? Ouais, alors au-delà du fait que quand même c'était hyper grisant de galoper en pleine vitesse avec Ouais, un cheval, c'est clair. franchement, Bien sûr. ouais, ça c'est génial. Euh, Au-delà de ça, je m'étais vraiment sentie investie du fait d'adoucir la vie du cheval dans le milieu humain et d'expliquer au cheval
comment il peut plus facilement comprendre le milieu d'humain. Alors comprendre, c'est une chose, mais plutôt en tout cas s'adapter. C'est-à-dire que même s'il est débordé d'émotions, bah, si je l'accompagne un peu, si je le rassure un peu, bah, finalement, il arrive quand même à exécuter ce qu'on attend de lui. Et du coup, soit de ne pas subir l'énervement de l'humain qui est fâché parce qu'il n'a pas gagné la course, soit euh, pas être à l'aise physiquement pour franchir un obstacle, parce que l'idée, c'est que quand même son corps soit relâché. Plus le cheval est en confiance, plus il est relâché, mieux il saute. Et donc, du coup, de ne pas se mettre en difficulté voilà, sur un obstacle, parce que bah, y a de la contraction. Et donc, du coup, bah, je me suis vraiment sentie ma première partie de vie, en fait, avec les chevaux, investie d'une mission de protéger les chevaux du milieu humain et de les aider à fonctionner avec l'humain Mhm. avec un peu plus de douceur et surtout un peu plus de compassion, je pense. Mhm. Et donc voilà, ça a fonctionné comme ça dans les courses pour moi et aussi dans toute l'idée de la chasse à courre, etc. Et puis au fur et à mesure, ça a basculé dans un autre état d'esprit. Oui, justement, j'allais te demander comment ça a transmuté de passer de cette mission de pouvoir être le trait d'union pour le cheval dans le milieu humain. Euh, Comment ça a évolué pour toi? Ça aboutit à quoi d'autre en fait? Euh, Bah, c'est là où il y a eu quand même pas mal d'autres d'autres étapes. Donc essentiellement les choses qui m'ont fait changer d'optique, ce sont particulièrement des expériences personnelles qui m'ont amené à des chocs émotionnels assez puissants et qui ont fait que je me suis retrouvée dans une situation émotionnelle complètement ingérable, on va dire. J'ai vécu dans un premier temps, je pense, un espèce de burn-out, mais émotionnel. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, j'ai complètement paniqué autour de mes 30 ans à peu près, parce que je ne ressentais plus d'émotion. Et j'étais arrivée à un tel surmenage, entre guillemets, émotionnel, qui était du fait, à mon avis, et avec le recul que j'ai maintenant, du fait de bloquer mes émotions comme enfermée dans une cocotte minute. Et que, à force de les bloquer, ben, finalement, à force de les étouffer, finalement, elles n'arrivaient plus du tout à s'exprimer. Donc, j'ai vécu et j'ai senti comme une incapacité de me mettre en colère, une incapacité d'aimer, une incapacité de ressentir quoi que ce soit. Et alors là, j'ai vraiment paniqué parce que je me suis dit, j'ai vécu jusque-là grâce à mes émotions, mes intuitions qui me guidaient, je les ai absolument camouflées, ça j'en étais consciente. Enfin, consciente à ce moment-là, non, maintenant j'en suis consciente. Mais, et du coup, je les ai complètement étouffées et je les ai anesthésiées en fait. Mhm. Et tellement anesthésiées qu'à un moment donné, ça n'existait plus. Et là, je me suis dit, OK, je ne peux pas vivre comme ça, en fait, c'est pas possible. Et puis après, ben, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont amené jusqu'à la détresse psychologique, qui a fait que j'ai vécu des moments où j'avais plus d'idées noires que d'idées positives par rapport à la suite de ma vie. Et ce blocage émotionnel, ces chahuts émotionnels m'ont vraiment fait percuter qu'il fallait que je les écoute, ces émotions, qu'il fallait éventuellement que j'en parle. Et donc, du coup, j'ai eu toute une transition avec l'école de légèreté, je pense, qui était un juste milieu entre bah, l'excès, le technique pur, enfin la technique pure d'équitation, et puis quand même une individualisation des chevaux, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux chevaux de la même façon selon leur profil, Mhm. une individualisation de leur attitude, de leur comportement, de leur corps. Et du coup, je me suis dit, waouh, et puis c'est enfin, vraiment la vérité qui m'a fait aller vers le travail de Philippe Carve, c'est que c'était le seul à mes yeux qui avait un discours cohérent avec le fait de ce que j'avais vécu moi dans les courses et dans la chasse à courre, avec la notion du fait que si le cheval a le nez dans le poitrail, c'est sûr, on va pas aller sauter. Claire. Et ça me paraissait mais tellement évident que je me suis dit, bon, là, il faut que j'étudie la question parce que ça me parle.
Et du coup, il avait aussi beaucoup, beaucoup de respect par rapport au naturel, la locomotion naturelle du cheval. Et son idée, c'était d'améliorer cette locomotion, mais à partir du respect de la nature du cheval. Et donc bah, du coup, j'étais intéressée pour aller développer mes connaissances à ce niveau-là auprès de Philippe Karl. Donc, je suis restée un moment et ça a été pour moi, je pense, une transition pour arriver à passer vraiment dans la deuxième dimension, c'est-à-dire de me dire, OK, en fait, le cheval a peut-être plus de choses à nous apprendre que ce qu'on a à lui enseigner. Et parce que effectivement, il a des attitudes différentes selon les personnes qu'il a en face de lui. Il a des réactions différentes, il a des comportements. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que aussi, en tant qu'enseignante, je vais pouvoir aussi m'intéresser beaucoup plus à l'humain et comment je peux faire passer mes messages et entre autres, quel message je peux faire passer, quel message le cheval est en train d'envoyer, parce que le message que le cheval envoyait me paraissait assez clair. Par contre, j'ai eu toute une période où je me suis dit, OK, comment je peux traduire ce que je sens, ce que je perçois, ce que je ressens du cheval, ce qu'il est en train de me dire, ce qu'il est en train de m'envoyer comme information, autant émotionnelle que dans son physique. Dans le physique, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ça avec Philippe Karl et l'étude de la biomécanique, du fonctionnement, etc., qui était cohérente avec tout ce que j'avais senti avec les chevaux en plein galop dans la nature, soit pour la chasse à courre, soit pour en plein galop sur les hippodromes. Et on a quand même des allures qui sont naturelles. Donc j'avais les moyens de comparer le cheval au naturel et le cheval qu'on domptait pour évoluer vers une amélioration de locomotion. Et du coup, je me suis vraiment intéressée au fur et à mesure à comment je pouvais passer le message aux humains et faire justement le trait d'union un peu dans l'autre sens, Donc, c'est-à-dire du coup, c'est ça que d'expliquer. j'allais te dire. Ouais. Initialement, tu avais pour mission de lier le cheval dans le milieu humain pour que les Mm, choses soient plus simples pour lui. mm, Mais finalement, et très doucement, comme ils savent toujours le faire dans leur médecine, c'est eux qui t'ont montré ouais, finalement comment toi, enfin, t'ont utilisé hein, mm, pour relier l'humain dans leur monde à eux. c'est ça. Et ça a été Et c'est là, on est dans le cœur de la médecine du cheval. ouais, et c'est de plus en plus évident pour moi. Et ça a été dans la quête que j'ai eue d'expliquer les messages du cheval à l'humain où je me suis rendu compte euh, que, que les chevaux n'adoptaient pas le même comportement, le même cheval n'adoptait pas le même comportement avec l'humain qu'il avait en face de lui ou l'humaine. Et si on changeait l'humaine, il changeait de comportement. Et ça, mais ça me passionne toujours et ça m'intrigue beaucoup. Et en fait, c'est évident pour moi maintenant que le cheval répond à ce qu'on dégage en face de lui. Et, euh, et au bout du compte, je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses à nous enseigner que ce que nous, on a à apprendre d'eux, à leur enseigner à eux, pardon. Mm. Et donc, du coup, c'est intéressant, je pense, de se focaliser là-dessus, puis d'écouter ce que le cheval a à nous expliquer Mm. et comment ça se passe. Enfin, ça, c'est tout le chemin que je poursuis au fur et à mesure. Pour moi, ça s'est passé, je pense, particulièrement quand Ravel est allé à la clinique. J'ai eu un gros choc émotionnel à ce Qui est moment-là aussi. Ravel? Ravel, c'est mon cheval. Mon partenaire, qui lui m'a expliqué aussi beaucoup de choses. Et, euh, et clairement, malgré toute la technique qu'on a pu partager tous les deux, malgré le fait qu'il soit dressé haute école, qu'il saute, qu'il aille dehors, etc., et qu'on ait fait beaucoup, beaucoup de disciplines, parce que mon objectif avec lui, c'était de montrer qu'avec une communication juste et claire entre lui et moi, ben, on pouvait aller pratiquer un peu n'importe quelle discipline. Et donc, ben, on a évolué comme ça. Et puis, au bout du compte, je me suis rendu compte qu'en fait, il nous restait quand même quelques déboires émotionnels. Entre autres, il était capable de m'embarquer assez fort n'importe quand et même en étant dressé. Et c'est là où, en fait, où j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer avec ce comportement qui venait
de je ne sais où, qui se déclenchait sans trop de raisons que moi je percevais. Et puis j'avais quand même monté des chevaux de course. La vitesse, je connaissais un petit peu, mais alors ce comportement-là et cette vitesse-là, elle Mhm. était vraiment, vraiment différente. J'avais l'habitude de qualifier ça comme le fait qu'il voyait rouge, c'est-à-dire qu'en fait, il s'emballait et qu'en fait, il était capable de traverser une barrière sans réfléchir, en fait. Mhm. Et je me suis dit, waouh, en gros, il est complètement dans le rouge émotionnellement. Et comment Qu'est-ce as-tu réussi à comprendre ce qui te transmettait justement comme Hmm. message? Et Alors quel là, était-il ce message, si c'est pas ouais, indiscret? ben c'est à ce moment-là en fait où j'ai évolué aussi de mon côté et je me suis dit je vais m'occuper de mon émotionnel et c'est là où j'ai commencé à écouter mes émotions, à entendre ce qu'elles étaient en train de me dire, à me rendre compte que moi j'étais en sacrée panique et que son comportement et cette façon de m'éclaircir les idées, c'est-à-dire que globalement, il concrétisait physiquement ma panique intérieure. Et donc, c'est parce que j'ai fait un chemin parallèle, hein, c'est-à-dire que je me suis fait accompagner aussi pour aller justement visiter dans mon corps, dans mon cœur, ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que j'avais bah, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup de Quelle panique. humilité et quel courage quand même de cette introspection et puis aller Ouais, demander de l'aide et chercher à comprendre. C'est vraiment très beau. ouais, mais en fait, tu Je sais, voulais dire. c'est pas vraiment. Alors, ouais, je sais pas si c'est du courage, c'est juste, j'ai pas eu le choix en fait, hein. Mhm. C'était ça où je pouvais pas faire autrement parce que j'arrivais à un stade où j'étais en danger et sur son dos et en dehors parce que moi j'étais dans un tel inconfort émotionnel et physique que finalement je me dis faut que je fasse quelque chose quoi. Et donc j'ai trouvé des moyens pour m'accompagner moi-même de mon côté et puis j'ai constaté en fait au fur et à mesure des blessures que je retraversais, des émotions que je retraversais qui adoucissaient en fait mon ressenti, ben, je me suis rendu compte que finalement progressivement Ravel changeait de comportement quoi. Et je me suis dit, waouh, ouais, ok, donc en gros, peut-être que la peur, à l'origine, c'est plus la mienne que la sienne. Et au travers de communication animale, au travers de soins énergétiques, on ressentait, puis enfin, c'était traduit qu'il avait une sensibilité très affinée aussi. Mais dans une communication animale, c'était ressorti qu'il n'avait pas peur. Et Mhm. je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Et en fait, il répondait à mon émotion à moi. Et donc, c'est surtout parce que j'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui se passait pour moi que j'ai constaté que son comportement changeait. Et là, par exemple, je continue encore à faire ces séances. Donc, ça s'appelle la méthode de libération des cuirasses, plus tout le fonctionnement que j'ai de réfléchir à la connexion de mes émotions et à les écouter et puis à pas chercher à les bloquer, à pas chercher à les contrer, à pas me laisser me fâcher contre elles, mais rester bienveillante avec moi-même. Et quand je vais pas bien, eh ben, je vais pas forcément passer du temps avec mes chevaux ou alors différemment, je m'installe à côté d'eux et je leur demande rien quand je suis pas apte. Et donc, du coup, j'ai appris à me connaître comme ça. Et puis maintenant, c'est assez rigolo parce que quand je reviens de ces séances et que je me sens apaisée, je vis des choses mais assez fantastiques avec mes chevaux. Une fois, je me souviens où je pense que j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma séance. Et j'étais partie, donc ça dure en général, on part sur 2 jours quand on va faire ces séances-là. Et je suis partie ces 2 jours-là. Et avant, Ravel était tombé sur la glace et je me suis dit, waouh, il va pas être bien et il risque d'être raide quand je vais rentrer parce que voilà, il avait fait son petit séjour à la clinique, donc il a encore des séquelles physiques. Et donc j'étais inquiète pour lui. Et quand je suis rentrée, moi je pense que j'avais déchargé beaucoup, beaucoup d'émotionnel et de tension. Et quand je suis rentrée le dimanche, je me suis dit non, mais j'ai envie d'aller les voir. Et puis je les ai lâchés juste dans le manège tranquillement. Et puis j'ai passé un petit peu de temps avec eux. Et là, il m'a fait une démonstration de bien-être où il a explosé dans le manège, il est parti au galop, il m'a fait il s'est cabré, il a envoyé des ruades, etc. Je me suis dit, Ah, waouh, mais en ça fait, a il est en montré que pleine tout allait forme. bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça m'a fait
un chaud au cœur et je me suis dit, en fait, il est juste en train de me dire, tout va bien, t'inquiète pas, ça va aller. Et donc, il y a plein de synchronicités comme ça dans ce que moi je traverse et ce que je constate du comportement de mes chevaux. Et j'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Je l'observe chez moi et je l'observe chez tous mes élèves. Et en fait, ça devient ma passion et ça devient aussi ma mission, c'est-à-dire que euh, j'ai traversé beaucoup de choses un peu difficiles, j'ai retraversé des blessures un peu compliquées et j'ai pas envie de garder ça pour moi, j'ai pas envie de, de garder enfin de pas offrir la possibilité aux autres femmes de retraverser ces choses-là, de pas s'en inquiéter parce que c'est pas parce qu'on on pleure beaucoup et qu'on décharge ça que c'est plus compliqué après. Au contraire. Et donc, l'idée, c'est que ben, nos chevaux vont nous dire, là, il y a un truc bloqué là. Et donc ça, ben, j'arrive à le sentir. Je suis enfin, très connectée en fait à l'émotionnel. Je pense, un truc particulier pour sentir l'émotion du cheval, ça c'est sûr. Et je pense par conséquence l'émotion de l'humain. Ouais, c'est ce qui m'amène Et, à vraiment dire, en fait, tu es passée du statut de l'enseignante pour cheval, mm, de l'enseigner par le cheval, ouais. et en plus, tu es celle qui transmet. Oui, et puis c'est important pour moi. Et puis ça, c'est une vocation que j'ai découverte assez tard, en fait, de pouvoir partager ça avec les autres humaines et les autres humains. Et en fait, j'ai été très timide pendant longtemps sur le fait d'en parler, sur le fait de le partager, parce que c'était difficile pour moi de comprendre et de me laisser l'opportunité de croire qu'en fait, l'émotion avait le droit à la parole, en fait. Parce que bah, dans toute ma première partie de vie, l'émotion, elle était juste interdite Imprimée. d'expression et complètement comprimée, quoi. Mhm. Et donc, du coup, pendant longtemps, je me suis dit, bon, bah, je le vis intérieurement, mais surtout, j'en parle pas. Et progressivement, bah, j'ai réussi à en parler un peu plus, mais surtout comment dire, dans un premier temps, j'en ai même pas parlé, je l'ai juste vécu plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une intuition, je la suivais. Donc, quand je recevais juste l'impression que ce cheval avait besoin de telle ou telle chose ou que Mhm. cette humaine, elle avait besoin de tel accompagnement, ben, je prenais le risque de suivre cette intuition-là. Et parfois, on me disait, mais pourquoi tu fais ça? Je fais, je sais pas. C'est comme ça. Et puis après, j'ai expliqué. C'est-à-dire que là, je suis allée chercher des connaissances pour arriver, et puis j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pris de notes, etc., pour essayer de dire, OK, quand j'ai l'intuition de ça, ça veut peut-être dire que mon cerveau, il réceptionne des informations. Quel type d'informations? Et en fait, maintenant, bah, je peux les expliquer, c'est-à-dire que, bah oui, là, on va pas y aller parce que tu as peur, parce que ton bassin ou tes jambes sont bloquées, ta respiration, elle en est où? Et en fait, tes bras, là, ils peuvent plus fonctionner. Donc là, ton corps, il est en train de te dire, tu as peur. Donc juste, on va pas y aller. Et écoute ça, et puis essaie de sentir où ça se passe dans ton corps, etc. Donc ça, c'est pour la partie humaine. Et puis après, il y a toute la lecture du cheval. C'est-à-dire que, bah, effectivement, là, on va pas y aller parce que ton cheval est pas confortable. Pourquoi? Parce que bah, tu vois, là, il respire pas, et puis là, il bouge ses pieds, ou il les bouge pas, ou il bouge pas du tout sa queue, il a les yeux qui sont complètement bloqués. Donc, il y a plein, plein, plein d'indices comme ça que j'ai observés au fur et à mesure, et maintenant que je peux donner à l'humaine pour lire le cheval et à l'humaine pour se lire elle-même. Mhm. Et pour ne pas aller plus loin dans la relation ou dans l'exercice qu'on est en train de faire, parce que là, on n'est pas OK. Ou il y en a, ou le cheval, ou l'humain n'est pas OK. Donc ça sert à rien d'y aller en fait. Et Parce encore une que, fois, toi, tu cherches à mettre de l'harmonie dans ça, en fait, ouais, et un équilibre. et l'équilibre. Ouais, beaucoup d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va écouter autant le cheval que soi-même, et on va autant avoir de bienveillance pour le cheval que pour soi-même. C'est ce Et que nous demandent souvent, les chevaux, hein. et oui, et souvent il y a un déséquilibre. C'est soit on est très bienveillante pour le cheval et puis on s'oublie complètement, soit on est assez bienveillante, mais ça c'est plutôt rare, avec soi-même, et puis finalement bah, on ne tient pas forcément compte de ce qui se passe pour le cheval. Mhm. Et donc, du coup, on peut affiner, on peut développer, et ça, c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire que on a forcément toutes et tous
là maintenant une capacité à lire une partie des informations. Et puis le jeu, c'est d'apprendre à aller chercher encore plus, encore plus, encore plus d'informations, ou sur soi-même, ou sur le cheval, pour On n'arrête jamais continuer. d'apprendre. Ben non, et pour continuer à évoluer ensemble, en fait. Et Mm. ce qui est beau, c'est ça, c'est que plus ça va, plus on a de finesse, plus on a de connexion, mais c'est pas stable, en fait. C'est-à-dire que pendant un temps, on peut être très bien l'un et l'autre, et puis on fait des choses, mais qui nous font battre le cœur fort, 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 alors qu'on a fait juste une balade à pied, mais on était tellement ensemble que c'est bon à vivre. Et donc, c'est pas une histoire de prouesse technique en fait. Mm. Et moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les émotions, alors j'étais un ascenseur émotionnel mais puissant, c'est-à-dire que je montais très très haut émotionnellement, mais je descendais aussi très très bas, et que du coup, ces émotions sont beaucoup plus douces, tout aussi ample, mais beaucoup plus douce, c'est-à-dire qu'il y a moins de désespoir associé à tout ça en chute après les émotions positives, quand on écoute ces émotions et quand on est, comment dire, capable en fait de se dire, OK, là on n'est pas prêt, on va pas le faire, et on va juste savourer les moments où on est vraiment ensemble. Et si on n'est pas ensemble, c'est l'occasion d'écouter ce qu'on ressent, ce qui se passe, et de cheminer pour se guérir de la frustration qu'on peut ressentir en ce moment, de la difficulté qu'on peut ressentir en ce moment parce qu'on est très en colère, parce qu'on est complètement piégé, ou au travail, ou dans une situation bizarre, et que du coup, ça nous coupe d'une part de nous. Et cette coupure-là, le cheval, il nous dit juste, non, mais là, ça va pas. OK? Et il a l'exigence, je pense, qu'on soit entièrement là, entièrement dans nos chaussures, entièrement ancrés, entièrement alignés. Et on n'est pas obligé d'être 100% bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être complètement en forme, etc. Moi, je suis allée au contact de mes chevaux en larmes, hein. Par contre, comme les vannes étaient ouvertes, les émotions sortent et on est quand même aligné. C'est-à-dire que je suis triste autant dans ma tête que dans mon cœur, que dans mon physique. Dans la congruence. Et oui, c'est une histoire de C'est ce que nous congruence demandent les chevaux, permanente. c'est les attributs de leur médecine, en fait, C'est hein. ça. L'ancrage, la Et congruence, l'équilibre, l'authenticité. voilà. Et à partir du moment où on n'est pas en train de se dire non, non, mais mentalement, non, 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 mais mon cœur va très bien, je suis pas triste, alors que lui, il pleure, mais tout ce qu'il peut, le physique le traduit, et le cheval, il trouve pas ça juste. Il trouve pas ça juste qu'on soit à son contact en lui mentant, en fait. Et lui, il lit en nous comme dans un livre ouvert. Et donc, du coup, les comportements qu'il va adopter sont les trois quarts du temps associés à un désalignement de notre part, sans oublier aussi son passé à lui, hein. Oui, Donc, c'est un lui, il a individu toute sur sa... Terre et en Voilà, milieu humain, tout à effectivement. fait. Il Mm. a toute sa dimension aussi, et c'est ce que je traduis, moi, dans mon concept des trois bulles, c'est-à-dire que on va parler de la bulle de l'humain, on va parler de la bulle du cheval, et on va parler de la bulle que l'on forme tous les deux. Et donc, du coup, le, l'histoire, et puis je trouve qui est magique, en fait, c'est d'avoir cette capacité à écouter ce qui se passe chez nous, à avoir cette possibilité-là, et ça s'apprend. C'est pas toujours facile, et c'est pas toujours facile d'accepter qu'on est un peu triste, qu'on culpabilise, que d'ailleurs, de temps en temps, c'est même difficile de se rendre compte qu'il y a une émotion un peu forte. Et ouais, c'est mon rôle, en fait, de. En tout cas, moi, je traduis ce que le cheval raconte. Et puis après, je mets beaucoup de bienveillance pour amener les messages, parce que j'ai aussi été victime de ça. C'est-à-dire que quand on est débordé d'émotions, c'est un peu facile de nous dire, bah voilà, t'es comme ça, et puis vas-y, débrouille-toi avec ça. Et donc, oui, on sait très bien qu'on ne va pas forcément très bien à ce moment-là, mais il y a aussi des moyens de progressivement apprivoiser soit la blessure, soit l'émotion, pour se dire, ah oui, mais en fait, je peux peut-être, si comment dire, ma difficulté est importante aujourd'hui, je peux peut-être m'offrir du temps facile avec mon cheval, sans pour autant aller me confronter à une difficulté supplémentaire. Ça m'amène justement à cette troisième question. Cette semaine, sur ta page, tu as posé la question: que vous évoque cette photo?
Alors, je parle, pour celles et ceux qui nous écoutent, de la photo qu'on a choisie, toutes les deux, pour illustrer l'événement. Moi, j'ai attendu cette occasion pour te répondre à cette question. Et en fermant les yeux, je la revisualise. Je vois cette femme sur ce cheval, dans ce champ de graminées hautes. Et je vois beaucoup de mélancolie d'une femme qui s'est redressée sur le dos d'un cheval avec la rondeur de la bonté dans ses yeux. Et toi, Carole, je te pose la question, que vois-tu sur cette photo? Cette photo, elle me touche beaucoup parce que déjà, c'est mon partenaire de vie, c'est comme ça que je l'appelle. C'est Ravel qui m'a beaucoup chahuté dans les périodes un peu cruciales de ma vie et qui m'a bousculée très clairement. Il m'a bousculée en me faisant très très peur. Il m'a bousculée en allant jusqu'au bord de la mort plusieurs fois à la clinique. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, OK, j'ai des messages à entendre de ce qui me confronte à vivre. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, OK, j'ai entendu ce message-là et je vais prendre soin de la part de moi que tu es en train de bousculer. Et bah, ça n'a pas été facile. Et puis je le remercie mais 1000 fois de sa participation parce qu'il me pardonne énormément d'erreurs, énormément de faux pas. Et c'est hallucinant ce qu'ils peuvent nous pardonner d'ailleurs. Et tous ces messages-là, bah, le principal, enfin les principaux, c'est occupe-toi de ta peur. Ça, c'était le premier qui était assez violent. Et le deuxième, c'était écoute ton intuition et écoute ce que tu sens. Parce que si, de toute façon, il m'a dit stop très clairement aux présentations, aux choses à la, au dépassement de nos limites, au débordement émotionnel. Enfin, tout ça, quand il est arrivé à la clinique, on avait prévu d'aller présenter. Et en fait, ça a mis un stop très net à tout ça. Et vraiment, la période où il était à la clinique, j'ai été connectée, mais profondément à lui, en recevant des messages, mais intenses de sa part, alors que il est passé à deux doigts de la mort, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, je lui posais la question, bah, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça? Il me répondait, mais il me répondait en me regardant droit dans les yeux, en se redressant, mais c'était hyper concret. Et il était hyper sensible à ma voix quand il était en salle de réveil. Je suis arrivée, il s'était pas relevé et le chirurgien il m'a dit mais j'ai jamais vu ça. Je suis arrivée et une minute, il a fait tout ce qu'il pouvait et il s'est mis debout. Et c'était mais cette connexion intense. Je suis ressortie de là, je me suis dit tu ne peux pas l'ignorer. Ça existe en fait. Et c'est pas possible de te dire que ça existe peut-être, parce que souvent c'est ce que je me disais, je me dis, oui, bon, bah peut-être que c'est ton cerveau qui fait une synthèse rapide des connaissances que tu as, et puis pouf, quoi. Et en fait, à partir de là, je me suis juré à moi-même et je l'ai juré à mon cheval droit dans les yeux, je lui ai dit, à partir de là, j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Et donc, j'ai pris des risques, c'est-à-dire que bah, dans les stages, par exemple, quand je vois un nouveau cheval ou même un couple de façon générale, je m'interdis de faire des plans, en fait. Je les observe, je les écoute avec mon cœur, avec toutes mes connaissances, bien sûr, et j'écoute l'intuition que j'ai. Et de temps en temps, bah, c'est pour ça que je les emmène souvent sur des trucs que moi, je n'ai pas prévus que les personnes n'ont pas du tout prévu non plus d'ailleurs. Et plus ça va, plus mes élèves me disent bon bah de toute façon on te fait confiance, donc bah ok chouette, c'est parti. Et vraiment déjà ça rend mes séances beaucoup plus faciles parce que j'ai pas de devoir d'accomplissement, j'ai pas de choses à prouver. Je suis juste qui je suis et je me sens plus légère avec ça. Et légère dans le sens euh, je suis connectée à mon cœur et c'est beaucoup plus confortable que d'être connectée à son cerveau, en fait. Là, tu es juste en train de nous expliquer en fait que tu as compris avec Ravel qu'il n'y avait pas que la matière en fait. Mm. La matière n'était pas le tout. Non. Et pour donner une entièreté au tout, il fallait considérer
l'invisible autour de nous. Et c'est pas parce que c'est invisible et inquantifiable que c'est déjà, ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas quantifiable, parce que ça existe. Mm. Et ça, Oui, c'est oui. vraiment très beau. Et ça Et m'amène à poser cette question justement. Euh, je crois que je la pose toujours en fin d'interview, cette question. Mais alors là, elle prend avec toi un sens, mais vraiment très concret. Passer de la cavalière à la femme de chevaux, quel est le conseil que tu peux nous donner justement de cette femme de chevaux pour devenir ce que tu es aujourd'hui, une femme qui court avec les chevaux? Justement pour rendre hommage à Clarissa Pinkola Estés et son livre Femme qui court avec les loups. Cette liberté, de cette féminité qui s'exprime dans son entièreté en courant avec l'individu entier et sauvage qui est à côté de nous. euh, je pense que c'est le fait de laisser tomber les barrières, de laisser tomber les protections, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire les protections qui peuvent être autant physiques, dans l'utilisation de la force musculaire, de la force physique. Donc, en tant que femme, on a quand même moins cette notion-là parce qu'on se sent moins puissante physiquement, surtout face à un cheval. Et donc, du coup, on utilise plus d'autres moyens pour communiquer avec eux et d'autres stratégies. Mais on peut quand même avoir l'idée d'utiliser la force. Et donc, le jeu, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été cette expérience-là, c'était de me connecter, de me reconnecter à ma féminité, c'est-à-dire d'oser en plus un peu plus l'exprimer, c'est-à-dire tout ce monde intérieur. Et pour moi, la féminité, c'est cette notion d'intuition, c'est cette notion d'émotion, c'est cette notion d'écoute intérieure qui est tout à fait possible pour les hommes aussi, hein, parce que chacun a une part féminine, une part masculine. Hein. Mhm. Et donc, la part masculine que j'ai moi développée au départ m'a protégée de beaucoup de choses, mais elle m'a aussi un peu isolée de ma féminité. Et donc, le chemin que j'ai fait pour retrouver justement ce naturel et puis cette féminité, ça a été de faire tomber mes barrières, de faire tomber mes protections. Alors, c'est hyper flippant, ça c'est clair et net. Ça veut dire que ben, on se pardonne le chemin qu'on a fait, déjà, chaque étape, on en voit le positif, et puis progressivement, on vient accepter cette vulnérabilité, cette fragilité qu'on peut avoir. Plus on l'accepte, plus finalement, il y a une autre force qui naît, je trouve, intérieurement. C'est-à-dire que ce n'est pas une force physique, ce n'est pas une force de conflit, mais c'est une puissance intérieure qui est plus liée à une lumière et à une légitimité d'être soi-même. Et donc de parvenir à libérer ça, c'est aussi de laisser tomber les barrières mentales qui sont plutôt de rester dans le schéma, de rester dans le système, de rester dans des obligations techniques. Et c'est pas facile non plus parce qu'on est entouré forcément d'obligations. Et donc, c'est aussi lâcher ce genre de fonctionnement et puis de revenir à l'ouverture du cœur qui peut être assez blessé et d'accepter de se dire ouais, bah, il est un peu triste, mais il a le droit d'exister, il a le droit d'aimer encore, il a le droit de se connecter. Et donc, ça m'amène à dire que souvent, on nous reproche de dire que oui, on est un petit peu trop gaga avec nos chevaux, mais on peut leur parler comme à des humains. On peut leur parler avec toute notre congruence, c'est-à-dire cet alignement dont je parlais. Et à partir du moment où on s'adresse à eux dans cet état-là, bah, finalement, ils comprennent tout ce qu'on dit. Hein. Mais ils le comprennent, mais sans avoir besoin de leur expliquer en long, en large et en travers. Hein. Il suffit juste de le sentir et de le vivre, et c'est partagé, quoi. Donc voilà, ça c'est le chemin. C'est le chemin, et puis ce que j'ai, je pense, envie de faire passer comme message, c'est que ce chemin-là, il est possible pour tout le monde. Et moi, je suis toujours en chemin. Hein. Je poursuis mes aventures, mes guérisons. Je m'occupe de mes blessures, je m'occupe de mes émotions. Je ne les laisse pas passer. Même de temps en temps, quand je suis en séance, je peux être émue, je peux être triste, je peux vivre des émotions que je partage volontiers, de façon à ce que ça soit réellement quelque chose qu'on vit avec mes élèves.
Et c'est important pour moi de rester ce que je suis, de plus du tout me badigeonner de ce vernis social en me disant ça c'est autorisé, ça ne l'est pas. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, bien sûr, parce qu'on a quand même des contraintes sociales, hein, on est d'accord. Mais voilà, et puis vraiment aussi cette idée que les chevaux ont beaucoup, beaucoup à nous enseigner parce ils vont nous clarifier le moment où on n'est pas tout à fait aligné et que leurs comportements vont nous expliquer globalement ce qui peut nous aider à aller mieux, en fait. Parce que si on retrouve cet alignement, nous, on se sent mieux. Et donc, ils sont hyper bienveillants envers nous et créer la relation comme ça avec eux et créer des relations spécifiques avec eux, ça en fait des vrais partenaires de vie, quoi. Magnifique. Voilà, donc moi je remercie mes deux partenaires et tous les autres parce qu'ils sont chacun ils ont chacun des missions envers moi, on dirait. Mais Ravel tout particulièrement parce qu'on a un bout de chemin ensemble maintenant. Il a 17 ans et donc c'est un partenaire de vie et de cœur. Et puis ma Zora qui arrive derrière et qui me chahute aussi à son niveau et de différentes façons. Et donc du coup, voilà, j'ai des belles histoires avec eux et je les remercie beaucoup de me supporter. Magnifique. Mais tu sais quoi, on les remercie infiniment, ces deux chevaux, parce qu'ils nous donnent cette occasion de pouvoir recueillir, de pouvoir entendre ton parcours et tes enseignements, du coup. Et merci à ces deux chevaux, c'est vraiment très précieux. Je leur ferai un gros bisou. Merci beaucoup, Carole, pour cet échange. Avec plaisir. Ça fait vraiment vibrer le cœur. Je suis vraiment très, très, très honorée de recueillir ta parole. Avec plaisir, c'est moi qui suis honorée de pouvoir le faire parce que j'en parle pas très souvent. En tout cas, j'en ai jamais parlé comme ça. Et donc voilà, c'est un chemin. Bon, après, il y a tout plein d'autres choses à dire encore, mais j'en parle souvent dans mes séances, mais voilà, pas forcément. On n'a pas le temps de tout décortiquer, quoi. Et tu te trouves où, justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas dans l'assemblée? Je crois sur Zoom, on dit dans la salle. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, moi, je suis de toute façon, je republierai dans le groupe de la sagesse équine, justement, ta page, tes informations. Eh bien, je suis située en Franche-Comté maintenant, donc au nord de la Suisse, vers Pontarlier. Exactement, mes chevaux sont à Cruz-et-Migette, dans une pension. Et donc j'accueille mes élèves sur le site en hébergeant leurs chevaux. Donc, toujours, je propose, enfin, un maximum, je propose des accueils en séjour. Donc, c'est important pour moi de créer une ambiance spécifique qui est dans l'idée d'accueillir justement mes élèves en confiance, c'est-à-dire que vous vous sentiez confortable dans l'écurie, que vous vous sentiez confortable avec vos chevaux, que vous ayez l'opportunité de trouver un lieu un peu hors du temps où vous pouvez vous connecter précieusement à votre émotionnel et donc du coup à votre émotionnel, à votre cheval, ça c'est important. Et donc du coup c'est une petite écurie où on est perdu au milieu des sapins et de la forêt et ça c'est chouette. Et donc du coup je propose des séjours dans sa bulle, je les ai appelés dans sa bulle parce que ça me parle beaucoup dans l'idée de créer un univers un peu cocon où on peut s'écouter mutuellement et passer de bons moments avec le cheval en découvrant qui il est vraiment, qui on est nous, et puis de partager après pas mal d'activités et surtout de plus en plus autour d'ateliers, de choses un peu ludiques. Parce que voilà, c'est plus sympa, c'est plus rigolo et puis ça nous permet de bien se comprendre et de bien avancer quand même. Il y a Fabienne et Frédéric qui nous disent allez-y, allez-y. Ouais, c'est assez confortable comme environnement. On a un super petit resto juste à côté. Donc, on se fait généralement une petite soirée là-bas.
Et donc voilà. Donc voilà. Donc dans les séjours, on aborde, oui, toute la dimension de la relation avec le cheval, et puis aussi forcément un peu de technique qui est associée pour comprendre comment le cheval fonctionne et qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour l'aider quand lui il a des difficultés. Donc souvent on peut avoir des chevaux un peu avec un passé un peu compliqué, avec des comportements un peu compliqués, et parfois on va les aider eux d'abord, et puis après je peux passer la main à l'humaine pour trouver les solutions. Mais en tout cas, voilà, dans les séjours, vous repartez avec beaucoup d'éléments pour être autonome en tout cas. Merci beaucoup, Carole. Voilà. Mais oui, merci infiniment. Ben, avec plaisir. Je vais Je vous laisser en un prie. petit peu de place pour recueillir, si tu le souhaites, hein, Oui, 2 ou 3 questions. S'il y a des oui, oui, personnes oui. qui veulent poser des questions, vous pouvez aller dans le chat ou juste lever la main. Comme ça me donne la possibilité de voir. Alors, je fais un peu défiler. Je suis nulle en Zoom, hein. Je n'ai pas envie de faire sauter un truc. Ah, il y a Claire Ah, qui... Claire. Pardon, Claire. bonsoir. En Bonsoir. fait, on a parlé beaucoup de Ravel et Zora. Mhm. Et moi, je voulais savoir si les chevaux qu'elle travaille, parce que souvent, on lui amène nos chevaux avec qui on a des problèmes de lien ou de connexion, ou voilà, lui ont apporté, des choses, voilà. Des émotions, lui ont fait comprendre, voilà, euh, ce qu'elle était ou dans quel état d'esprit elle était. Voilà. Alors, Je sais pas si tu as compris la question. oui, si les chevaux de mes élèves, en fait, Voilà, voilà, voilà. me touchent aussi ou Voilà. me font évoluer. Oui. Hmm. Alors, toujours. Toujours, moins intensément que mes propres chevaux. Ça, je pense que euh, tout gardien de chevaux Oui. comment dire, on est toujours plus connecté, ou en tout cas différemment connecté à nos chevaux, nos propres chevaux. Mais tous les chevaux de mes élèves euh, m'apportent en fait énormément. Donc tous ceux que je travaille personnellement, juste eux et moi, ou même que je peux travailler, enfin, par votre intermédiaire en fait dans les cours. Mais en gros, ce qui m'apporte, c'est qu'il y en a, enfin, ils sont toujours capables de nous dire non, mais en fait, ce fonctionnement-là ou cette vision-là, elle ne va pas fonctionner avec moi. Ah Et oui. donc en fait, c'est toujours un petit peu de ça et puis un petit peu de ça qui va faire que pour ce cheval-là, ça va aller. Et il m'apporte, enfin, ouais, il m'apporte énormément sur le fait de ne pas avoir de plan d'avance, de rester vraiment connecté à ce que je sens là tout de suite et de pas avoir d'anticipation de ce qu'ils vont me proposer. Parce que de toute façon, si j'anticipe, tu peux être sûr qu'ils vont me dire ah ben non, pas de bol, c'est pas ça. D'accord. Et donc, ils sont assez champions pour ça. Et surtout, ils me posent des calls régulièrement, c'est-à-dire, bon, bah voilà, moi je me comporte comme ça à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et D'accord. donc, en leur posant les questions, c'est-à-dire que je fonctionne comme ça quand je prends les chevaux, c'est que je leur pose des questions, je leur propose une situation, et puis je leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi. Donc, soit ils me répondent que bah, ils sont OK, il n'y a pas de problème. Et puis, quand je repasse le cheval à la personne, je me rends compte que si, il y a un problème. Donc, je me dis, OK, alors si c'est pas le cheval, c'est peut-être l'humaine. Et si c'est l'humaine, comment je peux faire maintenant? Et qu'est-ce que j'ai changé en moi ou qu'est-ce qui est différent entre l'humaine qui prend le cheval et moi qui fait que le cheval, il accepte de le faire avec moi, mais pas avec elle? Eh oui. Et donc, c'est la connexion intérieure là qui vient me faire trouver l'idée. Et parfois même, quand je prends le cheval, je sens que quand je suis au bout de la longe, je sens qu'il me bloque la respiration. Et je me dis, ah, peut-être que l'humaine, elle a la respiration bloquée. Et donc, du coup, bah, je vais explorer ça. Mais je reste toujours en situation d'exploration, c'est-à-dire que je vous suggère, je vous propose de bouger quelque chose. Donc, bouger la respiration, par exemple. Si dans la respiration de l'humaine évolue, est-ce que le cheval change de comportement ou pas? Et si c'est oui, bah,
on valide ça et puis on part là-dessus et puis on développe l'exercice et puis on se connecte beaucoup, beaucoup à cette respiration-là, ce qui fait que le cheval retrouve du confort. Et donc, du coup, c'est resté, ouais, il m'oblige tout le temps à revoir ma copie, quoi. Et donc c'est passionnant et c'est parfois déstabilisant. Ça m'a souvent déstabilisée. Mais je m'accorde le droit de ne pas savoir, je m'accorde le droit de ne pas avoir la réponse tout de suite. Et puis en général, quand je reste dans cette politique-là, ils m'offrent la solution presque. Ils me guident, ils me disent, mais non, mais va essayer ça. Ça ira. On a encore 2 autres questions. Alors, je vais Oui. prendre ces 2 autres questions, puis après, on va, si ça convient pour tout le monde, pouvoir ensuite fermer le cercle, parce que c'est un cercle. Donc, il y a Fabienne qui demande si tu peux nous en dire plus sur la libération des cuirasses. Oui, bien sûr. Si, par exemple, Alors, tu peux m'envoyer par la suite un lien et je le mettrai sur le groupe de la Sagesse Équine, le oui, groupe oui, en oui. fait. Donc, la libération des cuirasses, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et parce que j'ai fait tout un chemin d'accompagnement psy avec des psys classiques où, à un moment donné, je me suis. J'ai clairement fait un petit bilan et je me suis dit, OK, j'ai bien compris, j'ai bien conscientisé tout mon parcours et puis les difficultés que j'ai rencontrées, les douleurs que j'ai connectées, et puis je me sentais intérieurement dans un corps complètement bloqué. Donc, pour l'image, par exemple, j'avais l'impression d'avoir un tube métallique à l'intérieur de mon corps qui était froid et dur. Et c'était hyper inconfortable physiquement. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai très bien compris, entre guillemets, la merde dans laquelle j'étais émotionnellement. Et je me suis dit, OK, super, mais maintenant, comment je fais pour vivre? Parce que comment je fais pour retrouver du goût à la vie alors que je suis consciente de tout ça? Parce qu'il y a toute la partie où tu deviens consciente et c'est juste un peu effrayant. Et donc, bah, j'ai trouvé la solution, enfin, j'ai trouvé une solution, en tout cas, c'est d'aller rencontrer les douleurs qui sont bloquées dans le corps. Et la méthode de libération de cuirasse, c'est un peu ce fonctionnement-là, c'est qu'on utilise des outils. C'est Anne-Lise Labonté qui a créé cette méthode et qui en gros, explique que toute émotion qui n'a pas été complètement traversée ou qui a été bloquée ou qui a été, euh, comment dire, refoulée dans notre vie, donc toute émotion, hein, ça fait beaucoup. Donc toute émotion qui a été refoulée dans notre vie va s'engrammer dans le corps à un endroit particulier. Et ça explique d'ailleurs les douleurs qu'on peut avoir. Et le jeu, ça va être d'aller reconnecter ces douleurs à l'aide d'outils, c'est-à-dire qu'on marche sur des balles, on s'allonge sur des bâtons ou des choses comme ça, et on fait des tout petits mouvements dans ces zones-là. Et souvent, donc soit il y a des jours où c'est pas douloureux du tout, et il y a des jours c'est une douleur infernale. Et le principe, c'est de respirer dans cette douleur et d'accepter cette douleur, de la vivre et de la laisser exister en fait, et de la laisser remonter jusqu'à ressentir l'émotion qui est associée à cette douleur physique. La douleur physique, en fait, c'est comme la surface de l'iceberg. Et puis, on va, par exemple, avec la balle, pomper comme ça avec le pied. Hein, et puis, il y a des jours, on a pas mal. Hein, et puis, un autre jour, il y a une douleur, mais qui vient de on ne sait pas où. Et puis, on reste comme ça dans la balle. Et puis, on respire la douleur, on la vit, on reste avec. C'est ça qui n'est pas forcément facile. Et on laisse arriver l'émotion. Associé à cette émotion, donc ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être le besoin de crier, etc. Et associé à cette émotion, par la suite, si on continue ce chemin-là, ben, finalement, on va avoir une image. Alors, soit ça peut être une image visuelle, ça peut être aussi un ressenti, c'est-à-dire la sensation d'être dans le ventre de sa maman, la sensation d'avoir 10 ans, la sensation de retrouver une connexion à une partie de notre vie. C'est-à-dire qu'une fois, moi, je me souviens d'avoir remonté comme ça et puis d'avoir ressenti la joie et puis le bonheur que j'avais de courir partout quand j'avais 4 ans, quoi. Et de sentir l'herbe sous les pieds, etc. Donc, ça remonte comme ça tranquillement. Mais au départ,
il y avait une émotion qui était un peu étrange. Ça peut être des émotions positives, ça peut être des émotions négatives. Mais l'idée, c'est de rester avec le sentiment, enfin l'émotion qui monte. Et en fait, en retraversant chacune des douleurs comme ça, progressivement, finalement, on arrive à revisiter et à retraverser les blessures. Et il se trouve qu'une fois qu'on les a retraversées, finalement, quand on a reconnecté une blessure de tristesse ou de profonde frustration, de trahison, de choses comme ça. Donc, les 5 blessures dont on parle régulièrement, elles peuvent ressurgir comme ça de notre corps et à travers notre corps, à notre esprit, et puis nous donner l'occasion, en fait, de les retraverser. Et ça, je trouve que c'est un cadeau à se faire, dans le sens où on n'a pas l'occasion de revivre ce qui s'est passé avant. Et je trouve que c'est un bon moyen de se pardonner aussi, c'est-à-dire que finalement, on a une deuxième chance. Et toutes les émotions qui ont pu être traversées quand on était enfant, quand on était bébé, quand on était même dans le ventre de notre maman, finalement, c'est tout plein d'émotions comme ça et un bagage émotionnel avec lequel on arrive sur Terre. Et finalement, moi, j'ai une sensation de temps en temps de porter quelque chose qui ne m'appartient pas, quoi. Et je me dis, bon, comment je peux faire pour reconnecter ça, puis les traverser, puis m'alléger un peu de ce sac à dos bien lourd, là. Et donc, j'ai découvert ça, et puis maintenant, je continue à le pratiquer. Et franchement, alors, au début, j'ai eu des dossiers un peu lourds qui étaient un peu difficiles, mais au fur et à mesure, ça s'adoucit. Et puis régulièrement, l'idée, c'est d'aller de se donner rendez-vous à soi-même vraiment et d'utiliser ces outils. Donc, c'est tout simple, hein, ce sont des balles, des choses comme ça. Alors, moi, je suis accompagnée hein, parce que je suis encore pas tout à fait capable de le faire toute seule parce que ça me ramène à une résistance du corps physique que je connais bien, liée justement au fait que je me suis entraînée physiquement et que du coup, je me suis beaucoup entraînée à résister à l'émotion. Et ça reste engrammé en moi. Et donc, du coup, je mets beaucoup de temps à laisser passer l'autorisation de rester avec la douleur. Et du coup, j'ai besoin que Joël, la personne qui nous accompagne, me parle. Elle nous accompagne aussi en nous demandant de chanter. Donc, le fait de faire vibrer la cage thoracique avec le son, ça fait que on reste beaucoup plus présente avec notre corps. Et donc, cet accompagnement fait qu'au fur et à mesure, je me libère de mes blessures et que je suis de plus en plus, je trouve, apaisée en fait. Et ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Donc, du coup, il y avait une deuxième question, mais tu viens d'y répondre, hein. Est-ce possible de savoir, c'est Priscilla qui demande, de savoir une partie des aides extérieures que Carole a consultées ou fait appel par rapport à la libération des émotions? Je lis les questions du chat parce que dans le replay, elles ne seront pas visibles. Oui, ouais. Donc, du coup, je pense effectivement que Carole a bien répondu à ta question, Priscilla. Oui, tu nous dis oui complètement. Notre Priscilla demande: ma relation avec mes chevaux a évolué positivement, notamment la connexion, depuis que Carole intervient à la maison. Merci Carole, ce n'était pas une question. Voilà. Tant mieux alors. Je suis très Merci. contente, Priscilla. Vous avez été Oui. tellement nombreux ce soir, mais merci infiniment. Il y a eu beaucoup d'interactions sur le chat aussi. Carole, tu es une personne vraiment lumineuse. Ça fait vraiment plaisir. Merci Merci d'avoir beaucoup. accepté. Avec plaisir. Non, mais c'est moi qui suis touchée parce que vraiment, c'était une occasion pour moi de parler de tout ça. Et c'est parce que tu m'as posé la question qu'en fait, ça se fait parce que j'avais pas l'idée de répondre à cette notion de la place de ma place de femme dans le milieu équestre. Et je trouve que c'est important à partager parce que c'est pas forcément un milieu facile. Et en fait, c'est possible de s'y épanouir et c'est possible de renaître, je pense, grâce aux chevaux. Et c'est important de le savoir. Et puis, je te remercie de m'avoir laissé la parole à ce sujet-là. Je suis très touchée. Merci à toi. Je suis très touchée d'avoir recueilli ta parole. Merci bien. C'est Merci gentil. à toutes et tous Et puis, d'avoir été ouais, là. merci beaucoup à tout le monde de votre présence. Et puis voilà, je vous ai partagé ce qui m'est cher et je serais ravie de le partager avec qui en a envie. Mm. Tout le monde est en train de dire merci beaucoup.
Je vous laisse 2-3 petites secondes pour remercier et que tu puisses lire tous ces messages. Et je vais juste arrêter l'enregistrement. Et avant de fermer cet espace, alors j'arrête l'enregistrement. Recording stopped.